Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à tous, bienvenue à cette projection de Perfect Days que je vais vous présenter et puis succinctement et puis on se retrouve tous ensemble à la fin de la séance pour en discuter, échanger autour du film. Wim Wenders, c'est un grand nom du cinéma européen. C'est quelqu'un qui a déjà 50 ans de carrière derrière lui, qui est né en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui a commencé comme petit frère de la modernité allemande, de la nouvelle vague allemande, ce qu'on a appelé le nouveau cinéma allemand des années 60-70. Je dis petit frère parce qu'il est arrivé un peu plus tard que les grands noms comme Rainer Werner Fassbinder, Peter Nessler, Alexander Kluge, etc. Il a commencé au début des années 70, alors que les autres avaient une petite foulée d'avance. Ils avaient fait le mouvement a démarré dans le sillage du manifeste d'Oberhausen, qui a été une façon de signifier l'arrivée d'une nouvelle génération dans le cinéma allemand, une nouvelle génération d'après-guerre. Et puis, quelques années plus tard, les deux petits frères commencent. Il y a Wim Wenders d'un côté, Werner Herzog de l'autre, qui eux, arrivent dans les années 70. Le cinéma de Wim Wenders commence très fort. Il y a un fort sentiment de mélancolie qui s'attache à ses premiers films, les films des années 70, comme Alice dans les villes, Au fil du temps, Faux mouvements, etc. Des films très beaux. Sentiment de mélancolie qui est très lié au fait de cette conscience de venir après les grands récits, de venir après les grandes heures, l'âge d'or de l'histoire du cinéma, parce que Wim Wenders c'est un cinéaste cinéphile, et on pourrait même dire cinéfils, qui revendique l'héritage des grands noms qui l'ont précédé, qui a une admiration sans borne, notamment pour le grand cinéma américain classique, qui habite beaucoup ces films, qui est un imaginaire d'emprunt comme ça qu'il a beaucoup investi, notamment par exemple L'Ami américain qu'il tourne avec Bruno Ganz et Dennis Hopper, qui est une sorte de polar européen, de film noir européen. Et puis il franchira l'Atlantique, il ira tourner aux États-Unis lui-même, notamment avec Paris, Texas, qui lui vaudra en 84 la Palme d'Or. Il y a cette conscience du cinéma américain. Il y a aussi chez lui une très vive admiration pour un cinéma aux antipodes, disons, qui est de l'autre côté, là plutôt du côté pacifique, c'est le cinéma japonais. Il a une admiration sans borne pour un immense cinéaste classique japonais qui est Yasujiro Ozu, auquel il a consacré un documentaire, Tokyo Ga. Il était allé tourner au Japon au milieu des années 80-85. Tokyo Ga, qui remontait les traces de la carrière d'Ozu, qui rendait visite à sa tombe, etc. Et puis un autre, son goût américain s'était exprimé dans un autre documentaire aussi, qui était Nick's Movie, sur Nicolas Ray, grand cinéaste qui avait réalisé La Fureur de vivre, etc. Donc Wim Wenders s'est imbibé de cette mémoire. Il était au début des années 70, jusque dans les années 80, le dépositaire de cette mémoire du cinéma, qu'il a beaucoup travaillé. Et puis, il y a eu un deuxième mouvement, il a été palmé d'or. Il réalise peut-être son grand œuvre Les ailes du désir en 87. Et puis la filmographie de Wim Wenders prend tout à coup certains y ont vu une forme de déclin. Disons qu'il s'ouvre comme ça une espèce de conscience mondialisée qui est celle de la fin des années 80, début des années 90. Il devient cinéaste globe-trotter et il va devenir un peu plus, sans doute, académique.
jusqu'à ce que même les films qu'il a réalisés au cours des années 2000, beaucoup ne sont pas forcément sortis en salle. Voilà, il y a eu tout un passage à vide de la carrière de Wim Wenders. Et on a dit récemment qu'il avait fait un grand retour cette année, notamment au dernier festival de Cannes, où il avait 2 films. Donc celui-ci qu'on va voir tous ensemble, Perfect Days, et Anselm, qui était un documentaire consacré au peintre Anselm Kiefer. Et de l'avis général, Perfect Days est une sorte de retour en force de Wim Wenders, qui est retourné au Japon, hein, qui a filmé à Tokyo, dans le quartier de Shibuya. Peut-être avez-vous lu un peu sur le film, donc je ne vais pas vous donner trop d'indications sur le contexte de production du film. Je vais vous laisser voir et puis je vous dirai tout de suite après dans quel cadre il a été tourné. C'est assez intéressant mais gardez ça en mémoire, je ferai la révélation après. Tout simplement vous dire que le film a été récompensé à Cannes. Il a eu le prix du meilleur acteur pour Koji Yakusho, hein, qui incarne le personnage principal, un homme de ménage, quelqu'un qui nettoie les toilettes publiques de la ville, et que le film va décrire comme une sorte de méditateur, de quelqu'un une sorte de moine moderne qui organise tout son quotidien au millimètre, une forme de quotidien, de cycle, une routine qui s'installe jour après jour, que le film investit dans ses habitudes, dans ses récurrences. Wim Wenders installe toute une ronde de gestes, de regards, de récurrences dans ce quotidien qu'il scande au rythme de la chronique. Et il construit ici un personnage assez inédit, avec un acteur qui, il faut bien le dire, est immense. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a déjà toute une carrière dans le cinéma japonais, qui a un visage extrêmement particulier, vous allez le voir, très charismatique. Il a joué chez Imamura dans Langui, dans plusieurs films, même chez Kiyoshi Kurosawa par exemple, et c'est une carrière qui est couronnée avec ce film. Donc ce qui est intéressant ici, c'est la rencontre d'un cinéaste et d'un acteur. Vous allez voir que le film est innervé par ces 2 influences et qu'il est assez difficile, une fois qu'on en sort, on en discutera bien sûr, de dire précisément à qui on doit ce film, tellement l'instance de création est ici partagée. Voilà, je vous laisse découvrir et après je vous éclaire un petit peu plus sur comment ce film a été fait. Voilà, bonne projection et puis à tout à l'heure. Voilà, donc pendant que le générique défile, on en profite pour entamer cette discussion autour de Perfect Days, donc le dernier long métrage en date de Wim Wenders, dont on avait rappelé au début la longue carrière, 50 ans de carrière. Alors ce film, il a une histoire un peu particulière. Je vous avais promis de vous éclairer sur les conditions de sa production. Peut-être que d'ailleurs l'avez-vous déjà lu quelque part. Ça a été beaucoup raconté. Mais c'est un film de commande au départ. C'est un film qui a été commandité par la municipalité de Tokyo à Wim Wenders pour mettre en avant un patrimoine architectural assez particulier, c'est-à-dire les toilettes publiques qui avaient été construites sur un appel d'offres lié aux Jeux Olympiques de 2020, qui se sont tenus en 2021 suite à la pandémie de Covid-19. Mais voilà, il y avait eu pour accompagner le chantier des Jeux Olympiques, la construction de toilettes publiques dont le design avait été commandé à des architectes de renommée mondiale, des designers, etc., en lien avec les Jeux Olympiques. Et par la suite, juste avant
juste avant la pandémie, la municipalité avait demandé à Wim Wenders de tourner des petits spots autour de ces bâtiments, de ce mobilier urbain assez innovant, assez à la ligne assez intéressante. Donc il devait en tirer quelques spots, soit un court-métrage ou plusieurs petits courts-métrages comme ça. Et puis finalement, ça a donné un long-métrage. Donc c'est parti de cette commande-là, en fait. Hein. C'est pour ça que le film, vous voyez, sillonner, c'est un agent d'entretien des toilettes publiques et il sillonne un petit peu tous ces lieux. Et il y a une attention particulière qui est donnée à leur intégration dans le tissu urbain, aux formes uniques qu'ils peuvent avoir, aux couleurs, aux lignes thématiques de ces différentes toilettes publiques qui avaient été pensées comme ça par vraiment des créateurs. Hein. Ce sont des lieux assez particuliers. Donc voilà l'origine du film. Ça a donné une fiction, même un long métrage d'une bonne durée. Il fait un peu plus de 2 heures, qui a été montré, donc, qui était en compétition au Festival de Cannes en mai 2023, et donc qui a eu l'acteur Koji Yakusho a reçu le prix d'interprétation pour ce film. Alors, ce qu'on peut observer, histoire de tracer quelques lignes, et puis ensuite il y a un micro qui va circuler, on pourra échanger, vous pourrez donner vos impressions, etc. Tout d'abord, le film, comme je vous l'ai dit au début, fonctionne sur une routine, met en avant une routine, des cycles, un quotidien, c'est-à-dire la succession des jours, sur le mode d'une chronique impressionniste qui est taillée à l'aune de ce personnage principal. Donc on l'a dit, hein, un agent d'entretien dont le film va nous faire partager un petit peu la sphère de ses activités. Alors, ce qui est assez notable au début, le film fonctionne par petites touches, par petites notations successives. Hein. Il y a un côté pointilliste comme ça, qui est assez lié aussi à l'approche plutôt récente de Wim Wenders. Le premier, il y a tout un ensemble de signes, c'est un tableau de signes qui va se développer autour de ce personnage. Et le premier, c'est une des premières images du film, c'est la balayeuse ou la dame qui balaye les rues le matin, et le son de ces coups de balai constitue le réveil de notre personnage. Hein. C'est en entendant le balayage du matin que sa journée démarre, en quelque sorte. Et tout de suite, Wim Wenders souligne un aspect qui va être important dans le film, c'est le son. Hein, c'est une sonorité comme ça, discrète, presque inaudible, dont on pourrait se dire qu'elle est... c'est étonnant pour un réveil matin, hein, c'est pas exactement la sonnerie à laquelle on est habitué, mais voilà, ça suffit à réveiller le personnage. Et cette espèce de rumeur urbaine discrète, ce petit son qui pourrait être comme ça... tout à fait enfoui dans le brouhaha de la ville, même au petit matin, est un signal assez fort pour faire démarrer le personnage. Et il nous dit aussi que il annonce un personnage qui sera de peu de mots, qui ne va quasiment pas parler. C'est presque une histoire sans parole. Enfin, pas exactement, mais lui, en tout cas, il dit quasiment rien pendant le film. C'est un personnage peu disert, pourrait-on dire, en tout cas le plus souvent silencieux, parce que sa qualité première, c'est l'observation, hein, c'est le regard, et on reviendra là-dessus. Mais très vite, le film s'inscrit dans l'établissement d'une routine où on va décliner un peu toutes les actions de ce personnage, de son réveil, au fait qu'il part au travail
voilà, en camionnette, il exécute ses tâches, il revient, il se lave, enfin il va au bain public pour se laver, puis il revient. Il passe au bar pour boire un verre et grignoter quelques mets, et puis il revient se coucher, il lit, etc. Et puis le cycle se répète, le film est construit comme ça sur la récurrence, hein, c'est-à-dire sur la répétition, le retour des choses, si bien que l'absence de parole, le côté silencieux, taiseux du personnage est compensé par la succession des gestes. Voilà, c'est vraiment une chanson de gestes, on pourrait dire, un film de gestes, d'actions répétées, reproduites tous les jours, voilà, à tel point que on comprend petit à petit que ce quotidien est entièrement construit, qu'il est régulé comme ça par ses actions, par ses gestes, qu'il est soumis à une forme de régularité, hein, les choses reviennent toujours au même ordre, toujours dans le même endroit. Ouais, il y a donc un ordre auquel se soumet ce personnage, qui régule comme ça son existence, hein, c'est réglé comme du papier à musique. Et voilà, dans cet ordre vient aussi quelque part quelque chose de sa présence au monde, hein. Et évidemment, l'acteur Koji Yakusho incarne ce personnage d'une façon qui est assez inhabituelle. Enfin, on n'a pas affaire ici à une performance d'acteur expressive ou je dirais à quelque chose de volontariste, de démonstratif, pas du tout. Il est dans une forme de prestation rentrée, de concentration, de précision du geste, parce qu'il exécute évidemment toutes les tâches, y compris celle de l'entretien des toilettes, etc. Où le film le suit, l'accompagne, et c'est une espèce de magnétisme qui se dégage de ce personnage. Je disais charisme tout à l'heure, mais oui, une forme de concentration qui est tout à fait étonnante, remarquable. Du coup, le prix, en effet, pour son jeu est assez bien senti. Ça prend le contre-pied avec ce qu'on a l'habitude de valoriser chez les acteurs, notamment les acteurs américains, c'est-à-dire une espèce de démonstration très forte d'incarnation, débordante, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Alors, Wim Wenders s'attache à ce personnage, on l'a dit, décline son quotidien, une forme de scansion comme ça, assez poétique de ces gestes, de ces petites choses dont est faite, qui définissent la sphère de son existence. Et une façon de saisir ce personnage. Pourquoi raconter comme ça le quotidien d'un employé de maintien, d'un employé de nettoyage. Ce que Wim Wenders, l'opération qu'il réalise ici, c'est aussi de s'attacher à ce type de personnage avec lesquels va aussi une sorte de stigmate social, hein, c'est-à-dire il y a une sorte de dévalorisation du regard de la société sur ce type de personnes, assez ignorées, assez à l'écart, etc., parce que s'occupant des basses œuvres, c'est-à-dire de nettoyer ces lieux de convenance, comme on dit, ou je ne sais plus exactement, mais auxquels s'attache une certaine... ce sont des lieux sales en quelque sorte, hein, des lieux des déjections, etc., auxquels s'attache un regard plutôt peu amène. Et d'ailleurs, le film commence par une des scènes, un des premiers sites qu'il nettoie et où il découvre un enfant enfermé dans les toilettes. Très vite, sa mère vient le récupérer et nettoie les mains de l'enfant, comme pour montrer que c'est un lieu auquel on associe une forme de saleté. Donc, le personnage
investi un espace, comme ça il est identifié à cet espace qui est celui des toilettes publiques, qui est une forme de stigmate ou avec lequel qui s'accompagne d'un certain dénigrement social. Voilà, donc il est dans une zone qu'on pourrait dire marginale, ou en tout cas invisibilisée, ou un espace qu'on ne met pas souvent forcément en valeur. Wim Wenders le fait et va décrire à travers cette tâche, qui est bien sûr essentielle quand même malgré tout à la vie urbaine, qui est peu représentée, qui est peu montrée. Il va décrire une forme de sacerdoce, de vocation, c'est-à-dire un personnage qui accomplit sa tâche méticuleusement, avec une précision de geste, une attention, qui est l'attention qu'il prête à peu près à tous les domaines de la réalité environnante. Hein. C'est-à-dire que c'est un personnage qui embrasse cette vocation d'une façon quasiment monacale. Hein. Déjà parce qu'on a décrit cet ordre qui régissait un petit peu la succession des jours, mais aussi dans l'accomplissement des gestes, il y a une dévotion, une rigueur, qui est elle aussi démontrée, accompagnée par le film. C'est ce sur quoi insiste Wenders dans la première partie, je dirais celle qui va décrire surtout le quotidien. La deuxième partie du film est plus consacrée à ce qui va faire dérailler, déranger, bousculer un peu ce quotidien, jusqu'à une remise en question possible du personnage. Mais ce qui va compter au début, dans cette première partie, le quotidien, c'est la réduction de toutes les composantes de cette existence. Je dirais la modestie de ce à quoi s'astreint le personnage. Le fait que cette existence est de peu de choses, qu'il en faut peu finalement pour en arriver à une forme d'autonomie, hein, qui est celle mise en valeur par le film. Qu'est-ce que c'est qu'un monde restreint ? C'est le monde qui se déploie autour de ce personnage, hein, ce qui suffit à le maintenir. Donc là-dessus, le film est quand même, il s'attache à, ce qu'il décrit de manière assez intéressante, c'est la sagesse, une forme de sagesse qui s'attache à cette existence qui est en décalage avec le décor général, celui de la grande ville moderne, mégalopole comme Tokyo, etc., même qui est un des centres de la consommation mondiale. Là, ce personnage est une sorte de contre-modèle, de contre-exemple, puisqu'il réduit les dimensions de sa vie au strict nécessaire. Acheter un livre de temps en temps, un stock de cassettes qui on imagine a été constitué avec le temps, etc. Il est d'ailleurs lui-même l'expression d'un temps. C'est un personnage d'un certain âge qui est d'âge mûr et qui transporte avec lui aussi le legs d'une certaine époque révolue, qui est les années 70. Je pense ça se voit surtout dans la musique qu'il écoute. C'est aussi la culture musicale de Wenders. Il y a un petit côté film playlist dans Perfect Days, hein, puisqu'à chaque fois il écoute une cassette dans sa voiture. Donc on a comme ça un petit peu un panel du rock des années 70, de toute cette scène bien connue, qui est son univers mental, qui participe comme ça de cette existence extrêmement réglée. Et très vite, la question va devenir comment ce monde qu'il contient, cette espèce à la fois la musique, les livres, etc. Est-ce qu'il va être possible de le faire passer, de le transmettre à une autre génération, aux jeunes, en quelque sorte. Il y a plusieurs personnages, de jeunes personnages qui vont traverser un petit peu cette sphère. Alors évidemment, son collègue et assistant qui cherche à draguer une jeune femme, etc.
Et puis il y a surtout sa nièce qui va débarquer, qui va vivre avec lui quelque temps et partager un petit peu et sans doute faire aussi dérailler quelque chose de ce quotidien. Voilà, alors là on a quand même une sorte d'approche philosophique qui se met en place, un discours sur qu'est-ce que c'est qu'une vie, qu'est-ce que c'est qu'un monde, est-ce que ça a besoin d'être en expansion comme nous le vend le capitalisme contemporain ou je dirais le décor des grandes villes, etc. Ou est-ce qu'au contraire il n'y aurait pas une épreuve de modestie à faire? Est-ce qu'on n'affronterait pas la vie comme une sorte de moine des temps modernes que serait ce personnage à essayer de ramener la dépense de notre existence au strict minimum? Voilà, un ensemble de choses extrêmement réduites. Voilà un petit peu les coordonnées que pose le film pas à pas, note par note, touche par touche, d'une façon, on peut le dire, assez fine. Moi, je trouve très bien tout ce qui s'attache à la description de ce personnage, au fait de devoir l'accompagner pour comprendre quelque chose de lui. Enfin, c'est-à-dire, c'est le temps qu'on passe avec lui et la succession des gestes qu'il décrive, puisqu'il se décrit assez peu lui-même, étant peu bavard. Donc il faut l'observer, il faut l'accompagner sur un panel d'actes qui peuvent sembler extrêmement banals, mais qui le cernent bien et qui décrivent voilà, ces existences peu vues, ces personnes que la ville cache, dérobe à notre regard bien souvent. On voit qu'à chaque fois qu'un usager des toilettes publiques se présente pressé d'accéder à la pissotière ou que sais-je, il s'écarte, il se dérobe. Hein, c'est souvent cette forme d'invisibilité aussi de la tenue qui anonymise beaucoup ce type de personnage. Donc, tout ce qui accompagne ce héros peu commun est à mon sens la part la plus fertile, la plus intéressante du film. À ce sens, on peut le comparer peut-être avec un autre film que peut-être l'avez-vous vu, c'est un film de Jim Jarmusch, qui est un petit frère de Wim Wenders, qui est arrivé dans les années 80, cinéaste américain de la scène indépendante américaine, et qui, il y a peu de temps, avait signé un film qui s'appelait Paterson avec Adam Driver, et qui racontait là aussi le quotidien d'un chauffeur de bus réglé dans la petite ville de Paterson. Elle est aussi réglée par des cycles, hein, un retour des choses permanent. Et puis ce personnage de Paterson avait la particularité d'être poète. Il écrivait des poésies. C'est une sorte d'hommage à William Carlos Williams, un poète moderniste américain. Et il y a beaucoup de relations entre les deux films. Ils se ressemblent. Si, ça marche toujours. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Et voilà, alors ça c'est une chose. Maintenant, et là je vais arriver à une seconde phase de mon argumentation, un moment un petit peu de bascule dialectique, parce que je ne défends pas complètement ce film, le film que l'on vient de voir. J'ai des réserves par rapport à lui. Il y a, me semble-t-il, des choses qui peuvent être critiquées à mon sens. D'ailleurs, ça ouvre une porte à la discussion, on va y venir tout de suite. Mais il y a quelques points quand même que je voudrais souligner qui, pour moi, marquent des limites. Il y a une première limite qui, à mon sens, est le corollaire de la force du personnage principal, de son originalité et de la finesse de trait avec laquelle l'approche Wenders. C'est le côté extrêmement caricatural des personnages secondaires. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce personnage est tellement fort que tous ceux qui vont arriver autour de lui sont quand même sont dessinés avec un trait terriblement épais. Moi, je pense notamment à son jeune collègue et à sa petite copine, quoi, qui sont censés être les jeunes du film et qui sont vraiment... Alors lui, il est histrionique. Hein, c'est une espèce de contraste beaucoup trop poussé en fait entre
le personnage taiseux, concentré, intériorisé, voilà, qui vit en lui-même, et puis cette espèce de jeune acolyte là qui du coup en fait trop, un jeu bouffon, et puis avec sa copine qui est vraiment un cliché aussi, parce que Wenders a bien vu que voilà, au Japon il y avait les mangas, il y avait une culture qui est liée à ça, donc il nous sort une espèce de jeune fille fluorescente, qui est aussi un des clichés du Japon, de Shibuya, de Shinjuku, enfin tous ces quartiers de la vie moderne, quoi. Donc voilà, là-dessus, on peut trouver, je pense, dans les personnages secondaires qui viennent, qui sont presque des affluents ou qui sont là, en tout cas, qui sont des agents nécessaires pour révéler ce personnage principal à lui-même. À un moment, on sent que Wenders les fait intervenir parce que dans l'autonomie qu'il nous décrit de ce personnage, se dessine aussi l'horizon d'une autarcie, c'est-à-dire d'un solipsisme, d'une solitude, une solitude qui est assumée mais qui risque de tourner en boucle. Et donc il faut bien sûr des personnages secondaires pour amener le personnage à se dire, à se confronter à une forme d'extériorité, à sortir de sa boucle en quelque sorte. Bon voilà, alors je trouve que les jeunes sont vraiment... c'est presque une vision ringarde de la jeunesse qu'on a là, d'une jeunesse japonaise qui a presque 20 ans de retard, quoi, quand on voit le film. La nièce est un peu plus intéressante, elle va amener à quelque chose, mais pas à pas. Là aussi, on voit que le film peine à vraiment faire exister ces personnages secondaires. On sent qu'ils ne sont que des béquilles au personnage principal. Et à mon avis, le film se tire une balle dans le pied quand il va nous révéler peut-être le fond de ce personnage, c'est-à-dire le moment où la sœur du héros débarque pour récupérer la nièce, quoi. Et où là, finalement, on comprend que l'ascendance du personnage est plutôt bourgeoise, c'est même la haute bourgeoisie. Elle débarque en limousine, enfin en tout cas dans une très belle berline. Et on comprend que ce personnage vient d'une très bonne famille, qu'il a rompu avec ses origines, qu'il a fait le choix comme ça d'embrasser une vie extrêmement modeste et même de risquer le regard dénigré qu'on pose sur les nettoyeurs, presque en rupture avec son père, quoi, grosso modo, hein. Et on ne comprend pas pourquoi, enfin, à quoi bon vouloir dresser le portrait d'un personnage modeste et qui, voilà, de ces invisibles qui tous les jours nettoient les toilettes publiques, si la seule façon de le rendre intéressant ou de l'amener à notre attention, c'est de l'inscrire comme ça dans une ascendance qui serait un peu noble ou de nous dire, mais voyez, cette vie a été choisie, elle n'est pas subie. Et donc, quelque part, ce personnage est d'autant plus méritant qu'il a rompu avec ses origines. Bon, c'est une façon de botter en touche que je trouve un peu dommage, quoi. Une façon de ne pas assumer le personnage jusqu'au bout. Ou alors de lui créer un passé comme ça qui est un peu artificiel et très franchement invraisemblable. Bon, là-dessus, je trouve que le film n'est pas à la hauteur, malheureusement. Dernier petit point qui peut aussi être un sujet de discussion, c'est que c'est un film de commande, on l'a dit, et Wenders, dans sa façon d'appréhender Tokyo, c'est un étranger, hein, il tourne dans une ville et dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue, même s'il y a été plusieurs fois, qu'il a déjà fait un documentaire à Tokyo. Il a un regard très extérieur. Alors il est secondé par une équipe japonaise, hein, bien sûr. Il y a des traducteurs sur le plateau. Malgré tout, il y a quand même dans ce regard qu'il promène sur la ville, il faut le dire, quelque chose qui n'échappe pas complètement au cliché, qui est assez touristique. Dans les circulations de ce personnage, ses allées et venues, on a quand même souvent des points de vue sur la ville. Un peu de carte postale entre la Tokyo Tower, enfin la tour de Tokyo, la circulation, les artères, etc. Voilà, on a une image de la ville qui est parfois un peu publicitaire et qui recoupe quand même aussi beaucoup, je dirais, l'origine du projet de départ. Voilà, donc ça, ce sont mes réserves, je dirais, sur le film, qui a quand même des qualités malgré tout, hein, j'en ai parlé.
Mais voilà, peut-être que je parle depuis longtemps et que vous attendez de dire aussi quelque chose, de me contredire parce que non, je vais trop loin dans la critique, etc. Ou simplement de donner vos impressions sur le film. Voilà, donc si vous avez des choses à dire ou des questions, etc., n'hésitez pas, c'est le moment. On a un micro juste à côté. Voilà, oui. Alors, ici, et puis après, je viens là. Oui, donc, vous nous avez dit que Wenders avait été influencé par Ozu. Et il y a un autre cinéaste qui a été très influencé par Ozu, c'est Aki Hanneman. Et est-ce que de votre point de vue, il y a, disons, des passerelles entre les deux cinéastes? Alors, surtout, le deuxième, c'est qui, vous m'avez dit? Aki Kaurismäki. Aki Kaurismäki. Oui. Et bon, évidemment, il y a l'aspect affectif. Que dans les films d'Aki Kaurismäki, il y a toujours un élément sauveur qui intervient au dernier moment pour c'est l'amour qui finalement sauve le personnage. Là, on voit pas trop l'amour. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, il y a sans doute des rapports entre les deux qui se réfèrent comme ça beaucoup. Un cinéma ancien, un cinéma classique en quelque sorte. Hein. Ils ont cette parenté-là qu'ils assument. Le style de Kaurismäki est quand même assez différent parce qu'il est plus rigoriste à la base, hein. C'est des plans très frontaux avec des personnages quasiment immobiles qui déclament un texte de manière antinaturaliste. Il y a le souvenir de Bresson aussi dans les films de Kaurismäki. Il en tire un burlesque absolument délicieux que moi je trouve vraiment magnifique. Mais il y a un style plus froid à la base qui débouche sur beaucoup de chaleur quand on traverse le film. Chez Wenders, on est dans une approche un peu plus naturaliste quand même. Vous avez vu que la caméra est assez flottante. Hein, c'est un point de vue un peu embarqué sur les choses, toujours dans la sphère du personnage, imprégné comme ça des rumeurs, des sonorités. Il y a un petit côté zen chez Wenders, un orientalisme on pourrait dire, voilà, qui est assumé ici, qui est assez différent quand même. Hein. Il a voilà, il n'a pas ce recul, cette rigueur-là. Il est beaucoup plus... il essaie de se connecter à la rumeur des choses, au brouhaha des choses, à un espèce de flux comme ça urbain. Et il y a chez Wenders quelque chose qu'on ne trouve pas chez Kaurismäki, c'est un spiritualisme ou un néo-spiritualisme, voilà, qui essaye de réinsuffler cette modernité qui est partagée par les personnages du film et de créer comme ça à la fois une espèce de rumeurs partagées, de connexion à la ville. Il parle à un moment avec la nièce vous savez, le monde s'est fait de plein de petits mondes qui se connectent ou pas, etc. Donc voilà, une forme d'approche comme ça. Les plus virulents envers Wenders, on dit qu'il avait un côté New Age un petit peu, hein, aussi. En tout cas, que c'était venu au fil de sa filmographie une espèce de conscience globalisée, mondialisée, etc., qui traverse un petit peu ses personnages. Donc là, c'est vraiment ce qui pourrait le différencier de Kaurismäki. Voilà, et il y avait une deuxième main levée ici. Merci. Moi, je vais faire ma lecture avec ma sensibilité, pas forcément avec des connaissances cinématographiques. Moi, ce que j'ai vu dans le personnage aussi, c'est un acte donc délibéré de ce choix de vie, comme une sorte de rébellion aussi. On le comprend justement quand il rencontre sa sœur, qui vient d'un milieu milieu favorisé, qui a une forme de réussite, et que quelque part, il a acquis cette liberté par cet acte de rébellion et ce côté très assumé, parce qu'on imagine aussi, dans l'image que j'ai de la société japonaise, une société très hiérarchisée, et que cet homme de l'ombre, hein, à qui on ne donne pas la parole en réalité dans cette société-là, et qui choisit aussi le silence, finalement, c'est un acte aussi de volonté de liberté, quoi. C'est la façon dont je vois les choses. Oui, c'est vrai, c'est très juste, c'est un vœu de silence.
Alors ça nous ramène au côté presque un peu monacal, vœu de silence comme certains sacerdoces un truc spirituel aussi, je pense, qui se lie à lui, ou simplement peut-être la quête du bonheur qui n'est pas matériel, qui est la réduction au maximum de nos moyens d'existence, d'essayer de ramener comme ça au strict minimum. Oui, il y a sans doute un aspect comme ça, mais on peut le voir aussi, je pense, enfin, la façon dont on traverse le film, c'est que au fur et à mesure qu'on l'accompagne, et à partir du moment où sa nièce débarque dans le jeu, la question de son passé se pose de plus en plus. Et la rencontre avec sa sœur nous indique de quoi sa vie est le refoulement. Quelque chose a été refoulé, quelque chose a été caché, masqué, etc. Et on se dit peut-être que cet ordre qu'il a installé patiemment, qui se reproduit chaque jour, est là aussi pour calmer quelque chose, pour enfouir quelque chose, pour oublier. Il y a une façon comme ça d'effacer ce qui a été sa vie d'avant. Et il y a aussi une part inconsciente dans le film comme ça qui est intéressante et qui revient aussi avec les interstices du rêve. Vous savez, chaque nuit, chaque fois qu'il se couche, c'est scandé par des images en noir et blanc, comme ça, une espèce de magma d'images qui rappelle aussi des motifs de la journée. Donc il y a toute une construction là-dessus. Mais oui, je crois que en fait cette révélation, elle est... Bon, moi, je la trouve un peu malvenue parce que elle règle trop vite le cas du personnage. En fait, oui, il était riche et il a voulu rompre et devenir pauvre, faire vœu de pauvreté, etc. Je trouve que c'est trop simple, c'est un renversement presque trop schématique pour moi. Mais en tout cas, c'est sûr, et vous avez raison, il y a une rupture. Et c'est cette rupture que la régularité de son quotidien refoule, apaise, ou en tout cas, c'est une sorte de couvercle qui est mis sur la marmite de sa vie d'avant, etc. Et là-dessus, c'est assez intéressant, en effet. Est-ce que, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'au fond, tu parlais de tournant un peu New Age de Wenders, est-ce qu'au fond, c'est tout simplement pas un truc... finalement assez plus occidental ou chrétien, quoi, ce truc de tout abandonner comme ça pour faire vœu de pauvreté. Enfin, tu as quand même sorti plusieurs expressions qui, à mon avis, rentrent dans ce cadre-là. Moi, je connais pas assez Wenders pour savoir s'il y a vraiment quelque chose de ça chez lui, mais dans le côté monacal du personnage que tu décrivais, moi je le ressens un peu comme ça. Alors après, ce que ça veut dire au fond, je sais pas, parce que on peut tirer un peu des fils sur peut-être si on le relie en fait au monde dans lequel on vit, c'est-à-dire une espèce je sais pas, de culpabilité occidentale, enfin de rapport en fait à une richesse peut-être indue et qu'il faudrait entrer dans une forme de décroissance, etc., de renoncement. Enfin, on sent bien que tous ces discours-là sont au travail. C'est peut-être là-dessus qu'on peut rattraper le côté New Age d'ailleurs. Mais je veux dire que, ouais, et tout ça, on le sent un petit peu au travail derrière, mais c'est pas très franc en fait finalement au niveau du discours, quoi. Bon, après, oui, il y a quelque chose en tout cas où il va pas complètement. C'est que on veut bien qu'il y ait sans doute une quête du bonheur ou une recherche de la vie idéale dans cette modestie, cette sobriété, voilà, on va dire le mot, cette sobriété maximale de l'existence. J'insiste aussi sur la régularité parce qu'il fait toujours les choses dans le même ordre, etc. Il y a un ordre quand même extrêmement insistant, mais ce qui ne creuse pas, le corollaire de ça qui ne creuse pas véritablement, c'est l'autarcie aussi. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de vivre qui est complètement séparée de tout. Qui est complètement, d'ailleurs, à tel point que se reproduit plusieurs fois ce schéma, que le personnage débarque quelque part et il est un pur regard.
Il ne participe pas aux scènes, mais il assiste à quelque chose, il voit ses collègues de bar regarder le match de baseball, il voit l'homme et la femme qui discutent dans le restaurant. Il ne fait que voir, en fait, il assiste, il est comme ça une sorte de témoin un peu. En fait, c'est un relais du regard du spectateur sur ce qu'on pourrait appeler la ville moderne, ses contemporains, etc. Tous les gens qui vont être amenés à croiser, etc. Et qui sont réglés en des scénettes peut-être un peu trop rapides, un peu trop... voilà, c'est un espèce de portrait de la froideur urbaine ou de... voilà, que sais-je. Mais en tout cas, il s'assimile de manière peut-être un peu trop évidente au regard du spectateur. Il n'est qu'un pur regard, un témoin des choses, un témoin de son temps, mais un témoin assez peu engagé finalement. Voilà. Et ça, cette autarcie-là, c'est peut-être aussi une forme c'est l'impensé politique du film, je dirais. Et il se noue là-dedans quand même une sorte de façon de planer comme ça au-dessus des choses qui... oui, ou finalement, au bout du compte, une forme de renoncement, de toute façon. Oui, ou de renoncement, oui, ou de consentement au monde tel qu'il est. Enfin, on sent que, en tout cas, il y a plein de choses intéressantes, mais c'est un personnage qui se rend disponible aux signes que lui envoie le monde, notamment le petit jeu de morpion là, qu'il trouve dans les... C'est rigolo ça, le coup du papier, il joue à distance avec un interlocuteur impossible, mais il y a plein de signes comme ça, il y a les photos qu'il prend des cimes des arbres, recueillir ces petits murmures, ces bruissements du monde, être en quelque sorte une plaque sensible aussi. C'est aussi probablement une sorte de relais du cinéaste lui-même, hein, c'est-à-dire comment regarder le Japon, peut-être à travers le plus petit bout de la lorgnette possible, ou en tout cas le plus modeste regard qui serait celui de l'employé des toilettes. Alors attendez, on vous amène le micro parce qu'on enregistre. Ah ben non, mais je vous en prie. Mais on enregistre en même temps. Ah oui, des ombres qui se superposent. Bah là, c'est une scène assez poétique. Je pense que c'est une notation poétique comme ça sur... aussi, il vient d'apprendre que cet homme qui vient de croiser, etc., est atteint d'un cancer, qui va mourir. Une sorte de réflexion comme ça sur le terme de l'existence. Si, hein, et puis, à ce moment-là où est évoquée dans le film la mort, qui est quand même une question existentielle sérieuse, les deux personnages retombent en enfance. Ils sont noués par un jeu d'enfant. Hein, tout à coup, Wenders tend un arc entre cette perspective à venir de la mort qui se pose aussi pour le héros, hein, à travers cette rencontre d'un homme condamné. Il sait que lui aussi, à terme, ça va venir, quoi. Et puis, pirouette de Wenders ou réponse du cinéaste, finalement, cette rencontre qui est inhabituelle, qui n'est pas prévue dans le programme quotidien du personnage. Hein, je veux dire, tout est calculé dans sa vie pour ne pas faire place à la rencontre, en quelque sorte. Hein. Et là, elle advient à un moment bien particulier, qui est celui où il s'autorise un écart qu'il ne fait jamais d'habitude, boire des bières, fumer des cigarettes, tout seul au bord du fleuve, comme ça. La rencontre arrive, et à partir de là, quand la mort a été évoquée, c'est l'enfance qui revient, quoi, une espèce d'arc tendu entre ces deux moments. Moi, je le vois comme ça. Et la question de l'ombre, elle est un peu, c'est une touche poétique, je pense. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, le film, ce sur quoi j'ai peut-être pas assez insisté, c'est qu'il est taillé sur le mode de la chronique. Et la chronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arc narratif fort dans une chronique. La chronique, elle est faite d'épisodes.
Voilà. Et donc, le film est structuré. Alors, il y a à la fois la répétition, on l'a dit, et puis au sein de cette répétition surviennent des épisodes comme ça qui s'ajoutent les uns aux autres et qui vont dessiner le cheminement du personnage. Voilà, une main qui s'est levée. Je précise juste que ça se termine. Alors bon, il y aurait tout un parcours musical. Les musiques sont importantes, hein, elles ne sont pas choisies au hasard, mais ça se termine sur. Alors c'est Nina Simone. It's a new day, it's a new life. Donc c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle vie. Voilà. Voilà, le cycle est complet, le personnage s'est renouvelé, il est sorti de lui-même et de son autarcie, il a parlé à un inconnu. Voilà, ils ont échangé des choses importantes et vécu un moment ensemble. Donc c'est une nouvelle vie qui commence. Voilà. Donc, oui. J'avais cru que c'était la dame derrière. Oui, moi j'ai un regard peut-être un peu plus positif sur ce personnage parce que je trouve qu'il habite vraiment, tout son être est habité, quoi. Il fait des choses extrêmement simples, c'est un homme simple au sens le plus noble du mot, et il habite son métier, il habite tout ce qu'il fait, sa manière de lire, de se coucher, etc. Donc ça veut dire qu'il donne une densité aux choses les plus simples de la vie ordinaire. Et je trouve que quand on voit l'écart entre je dirais le soin qu'il met dans son métier par rapport à son copain ou son collègue là qui regarde une bande dessinée ou son smartphone tout en faisant son truc, quoi, on voit qu'il est investi dans son boulot et il le fait très bien. Et puis deuxième dimension, il ouvre des horizons régulièrement sur autre chose. Et quand il se lève, il regarde la lumière. Il ouvre la porte, il regarde le ciel. On voit régulièrement les arbres et la nature. Il prend des photos avec son vieil appareil, mais il n'empêche qu'il est avec cette ouverture permanente sur la nature qui est présentée d'ailleurs dans ces deux dimensions. La nature la plus belle quand on voit les arbres, les feuilles, le vent, etc. Et puis à certains moments, c'est un peu genre bidonville, quoi, hein, quand il y a le clochard, etc. Je me suis demandé à un moment aussi, est-ce qu'il n'allait pas vers un endroit qui était un peu comme un hôtel bouddhiste ou un truc comme ça. Parce que quand vous parlez de la dimension monacale, je me dis, dans la dimension monacale, il y a Dieu, ou il y a une aspiration à quelque chose de plus grand qui nous appelle, quoi. Et lui, il n'a peut-être pas une vie entièrement centrée sur lui. Peut-être il m'a semblé qu'une ou deux fois, il y avait cette espèce, il montait vers un truc qui était un petit peu, peut-être un hôtel bouddhiste, je ne sais pas. Oui, voilà. Un temple, c'est une... Ou un temple, voilà, un temple, voilà. Ouais. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui l'attire peut-être et qui est plus grand aussi. Et ça me fait dire il découvre une certaine sagesse, un certain équilibre. Et moi, ça me faisait penser à un certain nombre de choses que disent les écologistes aujourd'hui, c'est-à-dire habiter davantage ce qu'on fait plutôt que de papillonner, de courir d'un endroit à l'autre pour faire plus, pour gagner plus, pour entreprendre plus, etc. Au lieu du plus, c'est densifions les choses, quoi. Et à travers toutes les rencontres improbables qu'il vit, son collègue qui découvre un peu autrement, sa nièce, et puis ensuite cet homme à la fin, ça l'ouvre à des choses différentes. Et moi, j'ai eu l'impression, la seule vraie rencontre qu'il y a eu, il y a eu un petit peu avec sa nièce, et puis à la fin, dans un temps réduit quand même, il se passe quelque chose entre deux personnes qui vivent chacun à leur manière une certaine détresse, il me semble. Et cette espèce de communion dans le jeu, alors on ne sait pas à quoi ça va aboutir, mais il n'empêche que, si vous voulez, en résumé, c'est un homme, il semble heureux, il semble assez épanoui, il éclate pas de rire, mais je veux dire, c'est pas un type qui fait les choses en se disant « Ah, faut encore que je fasse mes WC » ou il semble... assez heureux, avec un calme intérieur, une espèce de joie, une sérénité intérieure, voilà. Est-ce que cette sérénité intérieure, c'est pas une sorte de bonheur qui aujourd'hui, apporte quelque chose, quoi, vous voyez ? Il y a des ouvertures et puis en même temps cette densité intérieure qu'il a nourrie lui-même. Alors c'est vrai qu'il a très peu de relations et ça pose vraiment question. Mais il y a quand même peut-être cette orientation bouddhiste et puis ces quelques rencontres qui vont l'amener peut-être à changer, je ne sais pas.
Mais je suis d'accord avec vous, en fait. C'est que moi, je trouve que ce qu'il y a de plus fort dans le film, c'est ce personnage. C'est le personnage, voilà. Et peut-être que Wenders aurait dû assumer de vraiment rester le plus possible centré sur lui. Je trouve que tous les personnages qui viennent de l'extérieur sont moins satisfaisants. Mais lui, il est vraiment très fort, et c'est aussi l'acteur. Hein. C'est aussi l'acteur qui est absolument pas, qui a déjà un visage passionnant. C'est-à-dire que c'est pas facile de faire. C'est une vraie gageure de faire un film sur le bonheur, parce qu'il n'y a rien à raconter. Que le cinéma, c'est le drame, c'est les péripéties, des événements, etc. Et faire un film sur le bonheur, c'est faire un film sur une sorte de stabilité, de ligne droite, quoi. Ça risque d'être monotone. Mais avec cet acteur, il trouve le parfait acteur pour incarner ça, parce que rien que sonder son visage est passionnant. Il a ce visage oblong qui habite l'écran, cette silhouette, cette précision du geste aussi. C'est beau les gestes qu'il fait. C'est beau quand il nettoie les toilettes, quand il passe son petit miroir en dessous. Je veux dire, c'est une pantomime extraordinaire. Et là-dessus, pour moi, le film, c'est ça. Tout ce qui est un peu ajout de narration autour de ça est en trop pour moi. Je trouve que c'est dommage. Ça tient tellement par lui et autour de lui et par ce qu'il fait. Ça aurait dû être un film behavioriste, comme on disait, un peu de la littérature américaine à un moment, qui est attaché uniquement à ce qu'il fait. Et voilà, il essaye quand même. Je pense qu'il y a des enjeux de production, de public, etc. Il a sans doute dû retravailler un peu son scénario. Il faut qu'il y ait du narratif qui s'insère là-dedans, et je trouve que c'est un peu en surplus. C'est mon avis, mais je suis d'accord avec vous sur le personnage. Pour moi, c'est vraiment la part forte du film. Ouais, puis je crois qu'il y avait une dame derrière qui voulait dire quelque chose aussi. Bonjour. Je trouve que vous évacuez un peu trop vite les personnages secondaires, qui sont tout aussi importants. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une description de solitude. Ouais. C'est une chronique de différentes solitudes où chacun essaye de trouver un équilibre. Et vous avez trop évacué cet aspect-là. Et le personnage lui-même, le personnage principal, c'est une chronique d'une solitude qui est choisie, qui est construite, mais où il y a plein de failles. Et les failles, il faut insister dessus. Et un élément aussi que vous n'avez pas évoqué, c'est le sourire qu'il a de temps en temps. C'est pas la recherche du bonheur, c'est la recherche de l'équilibre dans la plénitude. C'est pas obligatoirement le bonheur. Et à chaque fois qu'il y a d'autres personnages, il va vers eux. Il voudrait bien rompre sa solitude. C'est choisi, mais il voudrait bien aller vers le clochard. Il voudrait bien aller vers son collègue, vers la jeune fille, celle qu'il rencontre sur le banc. La femme dans le bar, il est très sensible à la musique, à son charme. Il y a beaucoup de choses qui sont démontrées dans le film quand même. Et puis du début jusqu'à la fin, il y a une esthétique de l'image, du geste, des images de Tokyo qui sont très japonisantes, mais alors à 100%, qui est dans l'esthétique japonaise de l'équilibre, des couleurs. Ça, il ne faut pas évacuer. Et moi, je me posais des questions sur le titre du film. Qui a choisi le titre du film ? Alors, je sais pas. Je pense que c'est Wim Wenders, soumis à caution, à vérifier. Mais alors le titre Perfect Days, je crois que c'est une référence à une chanson de Lou Reed qu'on entend dans le film. Such a Perfect Day. Oui, qui revient au générique de fin. Et puis il y a toute cette scène. J'ai vécu la chanson de Lou Reed, c'était Quelle journée parfaite. Je suis très heureux de l'avoir passé avec toi. C'est une chanson d'amour et tout. Donc faut pas trop connaître en fait de quoi il parle vraiment dans la chanson. Oui, c'est lié à la drogue en fait. Oui. Non mais c'est intéressant aussi ces musiques qu'on utilise pour une nostalgie, mais qui en fait dont on occulte complètement le background en fait. Oui, bien sûr. Pourquoi pas,
Alors voilà, bon, je pense que c'est une référence à cette chanson, mais c'est vrai que c'est... Ouais. Oui, alors après, moi quand je dénonce les personnages secondaires, c'est la façon dont ils sont dépeints. C'est pas tellement le désir qu'il pourrait avoir lui de nouer une relation avec quelqu'un. On sent bien que les relations c'est problématique de toute façon et qu'il s'astreint quand même à une certaine retenue et qu'il ne il prend pas l'ascendant, il prend pas la parole, etc. Mais non, c'est plutôt dans le dessin qui en est fait. Je sais pas comment vous trouvez par exemple son jeune collègue là, mais moi je trouve que le trait est un peu épais. Oui, enfin vraiment, et puis c'est quand même, c'est assez, il faut le dire, lui est détenteur d'une espèce de paix, comme il recherche une paix, une sérénité, un équilibre, comme vous dites. Et puis alors, tous les personnages de jeunes, qu'est-ce qu'ils sont désorientés, etc. Enfin, il y a une façon quand même de remettre entre les mains de ce personnage les clés d'une espèce de culture musicale, il lit des livres, etc. Puis alors les jeunes, ils sont vraiment... C'est les symptômes des errances contemporaines, quoi. Donc bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté, pour reprendre une expression de jeune, un peu boomer aussi dans ce point de vue-là? Je ne sais pas, hein, c'est des choses que je... oui, il y avait... oui. Oui, moi je voulais partager mon émotion sur la dernière scène du film, qui est avec le jeu d'acteur qui est absolument époustouflante, parce que dans tout le début du film, en fait, il monte assez peu d'émotions, à part ses petits sourires. On sent qu'il est dans la contemplation, qu'il exécute ses tâches avec beaucoup de simplicité et de profondeur. Mais la fin, c'est incroyable, parce qu'on voit que tout le calme du film du début, où il essaye d'être heureux, en fait, la fin, où il a les larmes aux yeux, il essaye de contenir cette émotion. Il est vraiment entre le sourire qu'il essaye d'afficher au début et une émotion, vraiment comme une vie brisée. Et justement, je sais pas, moi, il y a quelque chose que j'ai compris peut-être de travers dans le dialogue avec la sœur. C'est elle lui propose d'aller voir son père qui est mourant. Et elle a une phrase assez ambiguë quand elle dit « Tu sais, il n'agit plus de la même façon qu'avant ». Et moi, je n'ai pas compris que c'était forcément une famille très aisée. J'ai compris qu'il y avait eu un problème avec le père, qui avait peut-être mal agi avec ses enfants, je ne sais pas. Et que c'était peut-être de là, ce choix de vie qui est quand même... Parce qu'on voit bien qu'il est très nettement supérieur intellectuellement aux tâches qu'il accomplit. De fait que, bon, il a choisi cette vie-là, mais on voit qu'il a une vie intérieure extrêmement intelligente, avec ses lectures, avec la façon dont il écoute ses musiques. Voilà. Bon, moi, j'ai compris ça, mais bon, c'est peut-être... C'est peut-être une interprétation fausse de ma part. Non, pas du tout. Mais en tout cas, cette phrase m'a bouleversée. Et là, je me suis dit, ah bah oui, c'est pour ça. Parce qu'il y a cette petite phrase de la sœur. Il n'agit plus comme avant. Non, je suis d'accord avec vous. Je trouve la fin très émouvante aussi. C'est très beau. Hein. En plus, oui. Ben, c'est un plan en plus. C'est frontal. On est à la place du pare-brise, quoi, en quelque sorte. Il assume de faire durer un peu ce plan où les larmes montent aux yeux de l'acteur. C'est très beau, hein. Vraiment. C'est très émouvant. Et j'en viens tout de suite à vous après. Non, alors si j'en dis, peut-être que je vais un peu trop vite en disant qu'il vient d'une riche famille. Mais je le perçois à plusieurs choses. Ce serait déjà le véhicule. Je veux dire, c'est une espèce de berline hyper classe. Elle est vêtue quand même. Je veux dire, par opposition à lui. Elle a une tenue assez bourgeoise, on pourrait la qualifier comme ça. Elle lui offre des chocolats de luxe, une marque de chocolat de luxe qui sont ses préférés à lui. Et puis, elle fait une moue un peu dégoûtée quand elle voit où il vit. Elle dit « Ah, c'est là que tu vis ?» Donc c'est à tous ces petits détails qui marquent quand même une différence de classe sociale, quoi. Voilà. Peut-être que que de dire qu'il vient d'une famille très riche, c'est la différence de classe sociale entre les deux qui m'intéresse, parce que pour moi, c'est la façon dont Wim Wenders botte un peu en touche ici, parce que pour justifier de la richesse intérieure de son personnage,
il faut qu'il lui trouve une ascendance sociale supérieure. C'est un peu dommage. Pourquoi ça n'aurait pas pu être l'homme du peuple, finalement, qui a cette espèce de richesse intérieure aussi? Voilà, moi je trouve que c'est mon avis, et je respecte totalement qu'on puisse adhérer, hein, bien sûr, mais voilà, moi, je trouve quand même que là-dessus, c'est une ficelle de scénario un peu, un peu abusée, pour moi. Oui. Bonsoir. Alors moi, je trouve que les personnages, au contraire, les rencontres avec les différents personnages, ça vient mettre en avant un peu ses fragilités. Il retrouve ses fragilités dans les différents personnages. Et moi, ce que je comprends du film, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un homme qui était voué à un avenir avec une profession élevée. Enfin, et je pense que la relation avec son père était difficile. Et je crois comprendre qu'en fait, il est tombé très très bas dans la dépression ou quelque chose comme ça. Et en fait, sa vie, la régularité, les répétitions, en fait, tout ça, c'est ce qui lui a permis en fait de tenir debout. Et les petites choses de la vie, comme on voit cette petite plante qui pousse et qu'il met dans un bout de papier qu'il a dans sa poche, etc., qu'il fait croître, en fait, et on voit qu'il en a plein dans son appartement. En fait, je crois que c'est tous ces petites choses de la vie auxquelles il se rattache, en fait, son métier, un peu ritualisé, etc. C'est ce qui donne du sens à sa vie. Et moi, c'est ce que j'ai compris de ce film. Oui. Et effectivement, la venue de sa nièce et donc après la rencontre avec sa sœur, en fait, ça vient faire un peu rupture dans cette routine. Voilà, c'est ça. Ouais. Ben oui, moi je trouve très juste le mot ritualisé. Ouais, c'est vrai que sa vie est un ensemble de rituels, reproduits, etc. Mais c'est-à-dire accomplir des gestes auxquels on accorde un sens supérieur. Et les répéter. Donc là, oui, c'est vraiment très juste. En tout cas, on peut dire que c'est quelqu'un qui a choisi de ne pas vivre le destin social auquel il était promis. Voilà, c'est clair. Et il a fait le choix de ne pas accomplir cette destinée sociale, mais de s'abaisser, d'embrasser un destin plus ingrat. Par sacerdoce, par vocation, on disait peut-être tout à l'heure, par choix en tout cas. Et moi j'ai presque l'impression, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais que pour Wenders, quand on a fini de voir le film, il incarne quelque chose de la ville. C'est presque comme si le film nous disait qu'est-ce que c'est que l'esprit d'une ville? Il faut aller chercher le personnage le plus invisible, le plus discret, celui qui tous les jours nettoie les toilettes sans que personne ne le voie. Il faut prendre l'endroit le plus incommode, si on veut, ou en tout cas, on appelle ça les commodités, donc incommode n'est pas un mot bien choisi, mais disons l'endroit le plus trivial, si on veut bien, d'une ville, les toilettes, et celui que l'on croise là et auquel on ne prête jamais attention, ce sera l'esprit de la ville. Quelque part, la vérité de la ville se trouve là. C'est l'âme, plutôt encore. L'âme de la ville, c'est ce personnage, c'est cet homme-là. En ce qu'il est invisible, en ce qu'il est discret, en ce qu'il a une espèce de petite existence cachée. J'ai l'impression que Wenders en fait peut-être le regard de la ville sur ses habitants. Il y a quelque chose comme ça. Il incarne une espèce d'esprit, quelque chose comme ça. Et puis sur tout ce qu'il garde. En fait, il protège les petites choses. Il fait attention aux signes, aux augures. Il garde des plantes, etc. Il conserve un petit peu
tout ce que les gens négligent, tout ce à quoi les autres ne prêtent pas attention. Lui, il en est le gardien, le conservateur. Son appartement, aussi réduit soit-il, est une sorte de musée quand même, de musée des petites choses ignorées. C'est-à-dire la musique qu'on n'écoute plus, les livres qu'on ne lit plus, les plantes auxquelles on ne fait pas attention, etc. Il y a aussi cette dimension-là qui s'attache au personnage, je trouve. Et c'est vrai que c'est vraiment la part la plus vibrante du film, encore une fois. Hein. Donc, voilà, je suis assez d'accord. Voilà. Bon. Ben, écoute, Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous d'être resté jusque-là. On se retrouve en janvier pour l'innocence de Hirokazu Koreeda, c'est ça? Oui, c'est ça. On retourne au Japon, quoi. On retourne au Japon, c'est avec un cinéaste vraiment japonais, Koreeda, et qui a beaucoup travaillé les histoires, qui a beaucoup raconté les familles japonaises, des récits familiaux, de filiation, d'adoption, etc. Et qui, là, dessine un nouveau récit autour de 2 enfants. Voilà, vous en saurez plus en janvier, l'année prochaine. Donc, merci beaucoup, merci à vous. Merci.